plusieurs tentatives de faire cette vidéo-là, je recommence totalement. Le sujet du jour, c'est l'hébergement chez les personnes autistes, plus spécifiquement dans le contexte de la crise du logement actuel au Québec. C'est compliqué de parler de ça parce que le logement, c'est vraiment la pierre angulaire de la vie d'une personne. Et la plupart des gens mettent une part considérable de leur budget dans l'habitation. Et le budget que tu peux mettre dans l'habitation, il est tributaire de d'autres sphères de ta vie. Il est tributaire du fait que ça dépend de l'endroit où tu travailles. Ça va jouer sur ton salaire, donc sur ton budget. Ça va jouer aussi sur le fait comme, est-ce que tu es capable d'occuper un emploi ou un emploi à temps plein? Si tu n'es pas capable d'occuper un emploi à temps plein, est-ce que c'est reconnu par le gouvernement? Est-ce que tu reçois des aides à l'invalidité qui te permettent d'avoir un revenu stable? Pour les personnes autistes, en plus de tous ces éléments-là, il y en a d'autres qui s'ajoutent parce que quand tu es autiste, tu as des besoins particuliers et ce n'est pas tous ces besoins-là qui sont reconnus. En ce moment, il y a très peu de soutien disponible pour aider avec les particularités sensorielles, alors qu'on sait que ça a un impact significatif sur la vie d'à peu près 80% des adultes autistes québécois. C'est un élément qui ressort souvent, les particularités sensorielles. Mais ça, c'est pas pris en compte dans l'aide. Donc, une fois que j'ai fait cette intro-là, qui est totalement différente de ce que j'avais prévu, je pense que je vais pouvoir compliquer. Ah, ouais, tout qu'un lapsus. Commençons par la fin de ce titre-là. Crise du logement. On est dans une crise du logement au Québec, c'est indéniable. Même la Corpic, qui est la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, admet qu'on va avoir besoin de 130 000 portes supplémentaires d'ici à 2031 pour suffire à la demande sans qu'il y ait une inflation des prix trop importante. Et en ce moment même, on parle d'environ 35% des ménages du Grand Montréal qui paient plus de 30% de leur budget pour le logement. Quand tu mets 30% et plus de ton budget dans le logement, ça veut dire que tu dois couper ailleurs dans les choix d'alimentation que tu fais, dans les traitements médicaux que tu prends, dans les médicaments que tu prends. Quand je parle de traitements médicaux, oui, on a l'assurance maladie, mais quand tu as des besoins particuliers, particulièrement en autisme, c'est pas tout qui va être remboursé. Si tu as besoin d'un orthophoniste, si tu as besoin d'un thérapeute, d'une éducatrice spécialisée et que c'est pas fourni par le ministère de la Santé, tu dois débourser. Et donc, si tu payes plus que 30% pour ton loyer, c'est des choix que tu dois faire. Et si tu ne payes pas pour ces éléments-là qui te permettent d'être plus autonome, ben, tu as des chances d'être moins autonome pour travailler, fait que tu travailles moins, fait que tu as moins de budget, fait que tu mets encore plus de budget dans ton loyer et c'est un cercle vicieux. J'ai déjà parlé de l'autisme, j'étais censée parler juste de la situation au Québec. C'est vrai, je continue sur la situation au Québec. La crise du logement, ce n'est pas juste à Montréal, ça touche vraiment l'ensemble des régions du Québec. On a des régions du Québec où le taux d'inoccupation de logement est incroyablement bas. On parle d'endroits, de régions complets comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est à moins de 1% d'inoccupation de logement. On est à un taux d'équilibre quand il y a à peu près 3% de logements disponibles. Il y a des endroits à Romeval où le printemps dernier, on était à 0% d'inoccupation. Il n'y avait pas de logement disponible pour la population, point barre. Et ça a un impact direct sur les personnes handicapées en général, parce que s'il n'y a pas de logement partout, il n'y a pas plus de logements adaptés, peu importe quel est ton handicap. Donc, on se retrouve dans des situations où des personnes qui pourraient être autonomes dans un logement adapté n'ont pas du tout de logement et doivent se rabattre sur des centres comme des résidences intermédiaires ou des CHSLD pour s'assurer de ne pas être à la rue. Donc, on parle en fait d'un retour à une institutionnalisation qui se fait sur le côté de par le fait qu'il n'y a pas suffisamment de logements disponibles. Bien entendu, les gens ne se laissent pas mettre dans des institutions comme ça. Il y a en fait à peu près 50% des adultes québécois autistes qui vivent avec leur famille. Quand on parle avec leur famille, c'est leur famille comme proche aidant. Ils vivent avec leurs parents, ils vivent avec leurs frères et leurs sœurs. Mais là-dedans, il y en a le 3/4 qui souhaiteraient vivre ailleurs, soit dans un appartement semi-supervisé ou dans un appartement qui est adapté à leurs besoins, ou même, pourquoi pas, une maison. Mais il y a beaucoup de freins à cet accès au logement-là pour les personnes autistes, en plus des freins qui sont existants pour toute la population générale. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de ressources adaptées disponibles.
Je parlais de résidence intermédiaire, mais c'est ressources intermédiaires. Donc, quand on parle de ressources intermédiaires, il n'y en a pas forcément des tonnes. Il faut remplir certains critères pour y avoir droit. Et il n'y a aussi pas vraiment de ressources adaptées à des gens, des personnes autistes de haut niveau. Donc, les personnes autistes de haut niveau, c'est pas t'as des pouvoirs magiques et tu peux faire un emploi où tu vas gagner beaucoup d'argent avec ton pouvoir magique et comme te payer des servants pour faire les autres tâches que tu n'es pas capable de faire dans ton quotidien. Être autiste de haut niveau, c'est tu vas avoir besoin de soutien. C'est tout. Et il n'y a pas vraiment de ressources adaptées à des personnes autistes classées de haut niveau ou même de niveau 2 qui ont la capacité de faire leur petite routine du quotidien et d'avoir un projet de vie tel que occuper un emploi et avoir une famille, mais qui auraient besoin de soutien à côté, par exemple dans leurs tâches administratives ou pour des éléments comme aller faire son épicerie ou affronter un centre d'achat. Les personnes autistes adultes, pour être bien dans leur logement, ont besoin d'éléments particuliers. On parle, en fait, les personnes veulent avoir particulièrement un sentiment de sécurité dans leur appartement, que leur intimité soit respectée. C'est super, super important. Les personnes autistes ont besoin aussi de logements qui sont abordables et qui leur permettent d'arriver, peu importe leur budget, peu importe qu'ils aient des aides d'invalidité ou qu'ils aient un salaire de salarié à temps partiel. C'est aussi important pour les personnes autistes d'avoir une bonne communication avec le propriétaire et ça, c'est un énorme enjeu. C'est un enjeu qui donne aussi des difficultés à avoir un logement parce que moindrement tu as du mal à masquer, au fur et à mesure que tu vas faire des visites, que tu vas envoyer des courriels, etc., c'est possible que le propriétaire remarque qu'il y a quelque chose que tu fais de manière atypique et que tu paraisses autiste. Et c'est pas tout le monde qui va être à l'aise à louer à une personne autiste. Et sinon, il y a l'autre enjeu que si tu réussis bien à masquer, tu vas avoir ton logement, mais le propriétaire va s'attendre à ce que tu communiques avec lui ou elle de la même manière que le ferait une personne aliste, c'est-à-dire non autiste, et ça peut occasionner des difficultés. Par exemple, des propriétaires qui à peine suivent la loi d'avertir 24 heures à l'avance pour se pointer, ou qui se pointent même sans respecter la loi d'avertir 24 heures à l'avance. Ça peut être extrêmement stressant pour une personne autiste. Ça peut faire en sorte que la personne ne réponde pas du tout. On parle de cas où des propriétaires appellent la police pour rentrer dans le logement de la personne parce qu'ils comprennent pas pourquoi la personne ne leur ouvre pas la porte, alors que la personne demande juste de respecter un peu le gros bon sens qui est d'avertir un temps raisonnable avant d'arriver chez quelqu'un, à moins qu'il y ait une urgence. Ensuite, les personnes autistes ont besoin d'un appartement qui est insonorisé. C'est absolument important et j'ajouterais qu'il y a des sonnettes qui sont adaptées. Dans l'étude, il parlait vraiment d'insonorisation. Ne pas entendre les bruits à l'extérieur. Les bruits extérieurs peuvent être pas dérangeants, mais douloureux. Puis de mon expérience personnelle, il y a des sonnettes d'immeubles qui peuvent être douloureuses et si t'entends même les sonnettes des autres, ça peut être absolument perturbant. Puis ça, c'est un enjeu qui n'est pas pris en compte, mais qui peut vraiment nuire à l'autonomie. Là, je sors un petit peu de la recherche que je suis en train de décrire pour parler de moi. Je suis plus efficace à travailler à la maison. J'ai besoin d'un appartement où il y a un espace disponible pour y mettre un bureau. Et j'ai besoin que ce bureau-là soit insonorisé. Et c'est la meilleure manière que je sois autonome, que je travaille un 35-40 heures semaine, comme le contrat social général le demande, pour un employeur qui va me donner un salaire qui va me permettre d'avoir un appartement décent. Si l'appartement est mal insonorisé, si on entend les sonnettes, s'il y a du dérangement tout le temps, si le propriétaire n'appelle pas au moins 24 heures d'avance avant d'arriver, eh bien, je me retrouve à faire moins d'heures de travail parce que le logement est moins insonorisé. Faire moins d'heures de travail, ça veut dire un moins grand salaire, moins de budget et plus de difficultés à arriver puis à payer mon logement ou avoir un logement qui convient à mes besoins. Les demandes des personnes autistes ne sont pas des caprices. C'est vraiment important de trouver un moyen d'aménager l'environnement, au moins l'environnement de l'appartement, que la personne soit autonome et qu'elle puisse faire son projet de vie. Maintenant, qu'est-ce qui existe comme ressources en hébergement pour les personnes autistes? Il y a 6 grandes catégories
d'hébergement qui peuvent être disponibles. Il y a les ressources intermédiaires qui sont des chambres ou des appartements semi-supervisés. Il y a des ressources de type familial. C'est vraiment des familles d'accueil qui ne sont pas la famille d'origine de la personne qui va accompagner la personne autiste adulte ou âgée pour lui permettre d'avoir une vie le plus ordinaire possible. Il y a les ressources, les résidences à assistance continue pour les personnes autistes qui vont aussi avoir des problèmes de comportement ou d'autres problèmes de santé qui demandent un soutien continu. Ces ressources-là sont vues comme temporaires. Le but, c'est de stabiliser la personne pour l'amener à être dans une chambre ou un appartement semi-supervisé où elle va pouvoir retrouver son autonomie en ayant du soutien quand elle en a besoin. On parle aussi de logements privés qui sont liés au réseau de la santé, avec des organismes communautaires, des organismes de charité qui vont avoir un logement privé qui vont permettre à des employés du service du réseau de la santé et des services sociaux de venir donner du soutien aux personnes sur place. Il y a aussi les centres d'hébergement et de soins longue durée, mais les centres d'hébergement et de soins longue durée ne sont pas prévus pour des personnes autistes adultes qui voudraient faire leur projet de vie. Ça fait en sorte que il y a des gens qui se retrouvent en CHSLD et qui ne devraient pas y être parce qu'en CHSLD, si tu payes un montant pour avoir des services en continu. En fait, l'objectif de ces centres-là, c'est de donner des soins médicaux dans le milieu de vie de la personne et il n'y a pas d'espace qui est fait dans les CHSLD pour que la personne puisse faire son projet de vie. Tout ça est vraiment décourageant parce qu'en observant le modèle québécois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de confusion par rapport au trouble du spectre de l'autisme et qu'il n'y a rien qui est vraiment fait pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Le trouble du spectre de l'autisme, oui, ça peut être vu comme un handicap et un peu traité comme tel dans le sens que ces personnes-là ont besoin de soutien, mais en même temps, on ne peut pas dire que c'est comme une déficience intellectuelle parce que les personnes qui ont une déficience intellectuelle et les personnes qui sont autistes avec ou sans déficience intellectuelle ont juste des profils qui sont totalement différents et ont des besoins qui sont totalement différents. Et ça, c'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte du tout. Ah, my God, c'est décourageant. Donc, on peut constater que la situation du logement pour les personnes autistes est particulièrement précaire, alors même que la situation du logement en général au Québec est précaire. Il n'y a pas de solution vraiment dans cette vidéo-là, à part de considérer que régler la crise du logement en général améliorerait par la bande la situation des personnes ayant un handicap et la situation des personnes autistes, en faisant juste en sorte qu'il y ait suffisamment de logements abordables disponibles et des logements qui sont variés dans leur configuration pour permettre à tous et à toutes de trouver un lieu de vie qui leur convient. Et aussi qu'il y a un besoin de développer des programmes ou des types d'hébergement qui conviennent aux personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme et qui leur permettent de faire leur projet de vie. Et je pense plus particulièrement à avoir des ressources qui donnent du soutien pour l'autisme, en même temps de permettre à la personne de développer sa carrière, d'avoir une famille, de faire du bénévolat et de ne pas se servir du projet de vie de la personne et du fait qu'elle est capable d'accomplir son projet de vie pour dire « eh bien, tu n'as pas besoin de service ». Parce qu'en fait, la situation actuelle d'hébergement pour les personnes autistes, il y a beaucoup de personnes autistes qui se retrouvent face à un dilemme parce que pour répondre à leurs besoins de base et pour avoir le soutien pour leur situation particulière, ils vont devoir faire une croix sur des projets de vie qui sont importants pour eux et qui pourraient réaliser s'il y avait le soutien nécessaire. Et il y a des personnes qui vont choisir de ne pas avoir ce soutien-là pour essayer de faire leur projet de vie, mais qui vont se retrouver sans soutien pour leurs conditions. Et ça a des impacts sur la santé des personnes autistes et ça a des coûts sociaux. Parce qu'on parle de personnes qui vont s'épuiser, faire des burn-out, faire des dépressions et finalement ne pas forcément arriver à faire leur projet de vie, alors que le plus efficace, ce serait de permettre aux gens d'avoir des appartements qui leur conviennent, qui leur donnent accès au soutien dont ils ont besoin et qui les encouragent à intégrer la société et la sphère publique comme ils en ont envie et comme ils sont capables de le faire. Voilà, dans un prochain vidéo, peut-être que je regarderai des super projets cool qui ont été faits en hébergement pour un petit peu surmonter le moral.
Ce serait cool. D'ici là, si vous connaissez un programme social qui existe, ou si vous avez des idées sur comment est-ce qu'on pourrait en implanter un, écrivez-les en commentaire. Ce serait vraiment génial. Il y a des initiatives qui sont proposées. On parle d'initiatives qui sont émergentes. Il n'y a pas de projet structurant pour faire une multitude de projets qui répondent à une vaste gamme de profils de personnes autistes. Il va y avoir des gens qui ont le cœur sur la main. Ah, ça m'écoeure comme expression. Arc. Il va y avoir des gens qui vont travailler super fort pour faire des fondations, comme la Fondation Véro et Louis, qui vont faire des coopératives comme l'Archipel de l'avenir, dans le but de faire des résidences qui conviennent à un large profil de personnes avec le spectre de l'autisme.